C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue tout le monde à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno du groupe 73 avec moi-même, Alain McKenna et Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour, Monsieur McKenna. Est-ce que tu humes ce fin parfum d'octane dans l'air, toi qui restes pas tellement loin du circuit Gilles Villeneuve à vol d'oiseau? Parce que À c'est vol la Grand d'oiseau, Prix je de Formule 1 l'entends. qui a cours en ce moment, en tout cas dans les prochains jours à Montréal. En tout cas, moi, ce que je peux dire, ce que j'ai vu, parce que ça a un effet instantané sur l'ensemble de Montréal, c'est qu'il n'y a plus moyen de circuler nulle part. Tout est fermé, tout est... Même, d'habitude, je me déplace beaucoup à vélo, puis même à vélo, c'est un paquet de troubles. Je pensais qu'on avait une ville qui privilégiait la mobilité. Là. Clairement, c'est pas le cas en fin de semaine. Là. Non, les gens vont se rassembler au centre-ville, sur la rue Crescent. Il va y avoir toutes sortes d'expositions. C'est assez intense. Sur Peel aussi. C'est Ouais. Peel. Ben, c'est partout, si je Saint-Laurent, m'abuse. Mont-Royal. Partout, Saint-Laurent, Il Montréal, n'y a pas une partout, rue il y a qui n'est des pas trucs bloquée sur en la ce moment. Formule 1. Et Mm-hmm. c'est très drôle parce que Lego qui m'a écrit pour dire hey, on a beaucoup de kits, on a beaucoup de ceux qui aiment les voitures, ceux qui rêvent de voitures, on a beaucoup de répliques en Lego de différents modèles de voitures. Et ce qui m'a permis de faire quoi, Alain? Ça m'a permis de ressortir le kit Atari 2600. Oh! J'en avais parlé Oui, au parce que si on podcast. avait des voitures Lego, on en parlerait à la balado Ça tient la route que je co-anime avec Benoît Charette, encore une fois, au C23. Et là, je fais du promotion croisée! Mais toi, tu as une Promotion console Atari en croisée, Lego, c'est c'est quand même pas partout. rien, ça non plus. Eh oui, écoute, je suis assez impressionné parce que j'ai laissé le fils de ma blonde l'assembler, qui a 9 ans, qui m'a dit c'est pas vrai que c'est 18 ans et plus, ce kit-là, c'est facile. C'est beaucoup de petites pièces. Je pense que c'est pour ça, c'est pour éviter que les enfants mangent les pièces. C'est beaucoup, beaucoup de petites pièces. Écoute, comment il y a de pièces là-dessus? 3000 cucks, c'est intense. Oh, wow! Mon Dieu, est-ce qu'il fonctionne? On dirait qu'il doit y avoir des pièces électroniques, on peut l'allumer Et aussi. non, c'est ça, tu peux pas l'allumer, mais ce qui est chouette, c'est qu'il y a des petits boutons dessus. Et les petits boutons, là, il y a des élastiques dedans. Fait que quand tu touches le bouton, tu as vraiment la sensation tactile d'un véritable bouton que tu peux allumer. Donc, tu as le bouton Power On-Off, tu as le Color Black and White, parce que tu peux activer. C'est le Atari 2600 Lego, pour ceux qui ne nous regardent pas en vidéo. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, vous êtes plus jeunes que nous, je vais dire ça comme ça. Oui, c'est ça. C'est que tout le monde dit ah oui, le Nintendo, le NES. Moi, j'étais plus vieux, fait que c'était le Atari 2600 qui était ma première console de jeu. Écoute, la réplique, là, c'est pareil. Visuellement, ah oui, non, ça là, rappelle des souvenirs. Je te dis pas, là, écoute, c'était ouf. Avec le... Je ne sais pas si le contrôleur, j'imagine que non, tu l'aurais sous la main. Oui, tu as le contrôleur, je l'ai dans la boîte. T'es carré avec un joystick et un seul bouton. Oui, là, écoute, tu as vraiment la sensation de retrouver. J'avais des flashbacks sensoriels intenses. Et ce qui est magnifique, c'est que tu as en apparence la console de jeu en Lego. Donc, c'est très, très, très similaire à la console Atari 2100. Mais si tu tires le dessus de la console, tu as une espèce de diorama. Surprise! Oui, tu as des petits bonhommes qui sortent. Et tu vois ta mini-figurine qui regarde une télé cathodique, qui a un téléphone à fil, qui a un petit lecteur de cassettes portatif, qui a des cassettes VHS. C'est le sous-sol de bien des gens quand j'étais petit, ça, en banlieue, là où je restais. Wow. Ah oui, grosse nostalgie sale. Beau kit. Évidemment, moi, j'ai un petit malaise avec le fait que Lego soit devenu maintenant des modèles à coller. Ouais. Moi, j'ai grandi avec des pièces, des boîtes de pièces. Tu faisais une fois le modèle, puis ensuite, tu faisais d'autres choses. Tu avais une suggestion de faire une fusée avec. Mais après ça, tu faisais une tour, tu faisais une maison, tu faisais un château, tu faisais toutes sortes de choses. On en parlait tantôt avant de commencer à enregistrer, mais les Lego, originalement, c'est que des blocs de construction qu'on assemblait comme on voulait. Il n'y avait pas de modèle à suivre. Et c'était probablement la meilleure affaire parce qu'on parle beaucoup de cet apprentissage non structuré qui est vital à l'évolution du cerveau chez les enfants. Et les Lego ne font plus ça parce qu'effectivement, tu construis un dinosaure, un Batman ou toutes les affaires qui sont rendues des marques sur lesquelles Lego mise. Puis on perd un peu de cette créativité-là, effectivement. Moi, on bâtissait des bateaux, des châteaux, des structures avec des blocs qui étaient, en tout cas, tu as raison. N'importe quoi, un avion avec des roues de voiture, c'était le gros mix. En même temps, ça a permis de sauver Lego, si je comprends bien. De faire des licences avec Star Wars, entre autres, a permis de vendre au lieu d'avoir un jouet que tu achètes tout fait, il y a peut-être ce côté créatif-là d'assembler toi-même ton jeu. Mais ce que je trouve dommage, moi, j'ai grandi avec mes parents qui m'encourageaient à mélanger les kits entre eux. Fait qu'une fois que tu avais un kit d'auto, un kit de bateau, tu mélangeais les deux, tu avais un bateau à roues, tu avais un avion à roues,
tu avais plein Mes d'options. parents m'encourageaient à réavancer les blocs après. Ça, c'était plus ça où ça avait... Oui, ben c'est ça. Puis combien de blocs se sont perdus dans un aspirateur? Je ne sais pas, Alain. Il manque toujours le fameux bloc, tu sais, exactement la bonne dimension, tu ne le trouves jamais pour compléter. En tout cas, c'est une Ah oui, puis à un moment donné, tu en as conversation. tellement, tu t'en rends même plus compte que tu en perds. Mais oui, je recherche des blocs. Je me dis, il me semble que j'avais un bloc qui faisait ça. Maintenant, les kits, c'est beaucoup, beaucoup de pièces propriétaires, beaucoup de petites pièces. Oui, Puis avec exact. une petite pièce, un par un, tu ne peux pas Qui sont mal commodes, bâtir grand-chose avec une d'autre. couleur ou un format spécifique. C'est Exactement. Mais c'est magnifique. Le kit Lego, là, si vous avez envie de faire un casse-tête, c'est quelque chose qui peut être très, très joli sur votre bibliothèque. Puis je sais qu'il y a des gens qui font ça, là, ils ont des bibliothèques remplies de jeux assemblés. J'ai même vu que sur Amazon, il y a des cloches qui permettent de protéger des cloches de verre, comme un gâteau. Kit Lego. Tu peux t'acheter une cloche spécifique pour ton kit Atari. On peut acheter une grosse bouteille pour faire un bateau dans la bouteille. Il y en a. Tu sais qu'il y a un bateau dans une bouteille en Lego. Ah, ben voilà, tu vois. Tout est dans tout, quoi. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas une bouteille. La bouteille est en Lego. Fait que tu ouvres ta bouteille, tu fais ton Lego, tu refermes la bouteille. C'est du Lego. Là. Ben là, tu triches, là. Ça prend une bouteille qui ne s'ouvre pas, franchement. C'est ça. Tu ne déplaces pas avec des pinces. Ça ne ressemble pas à ton bateau dans la bouteille. Tu ouvres ta bouteille. Mais c'est très drôle. Mots sur les partenaires. On a parlé de Lego. Les partenaires. C'est drôle de ne pas remercier encore. Faisons-le. C'est ça. Lego n'est pas encore partenaire. Qui sait? On les aime beaucoup. On pourrait faire ça ici. On salue et on remercie nos partenaires pour 2023. TELUS, Plan Hub, Jura et CyberGhost. On va en parler un peu plus tard de CyberGhost. Jura, ça permet de faire un café fantastique avec la machine Jura E8. Un café à la pression d'un seul bouton qui va transformer son café en grain ou moulu, en boisson caféinée ou pas, avec du lait ou pas. Tout ça avec un seul bouton. On n'a pas besoin de faire mousser son lait séparément. Ça s'assemble. On peut déterminer avec un bouton, un écran très visuel, la quantité précise de lait, de café et d'eau. Ça se mémorise pour qu'on ait toujours un café à notre goût. On peut même le lancer avec une application. Si on veut prendre les commandes de ses invités, il y a une application, c'est connecté. Le nettoyage est super facile. Visitez leur salle de montre Edica sur Saint-Laurent à Montréal. Vous allez pouvoir voir et essayer et goûter à tous les modèles de Jura. C'est vraiment, vraiment chouette. On va pouvoir parler de café. Pour ceux qui disent vous êtes biaisé Jura, j'ai essayé d'autres machines, je vous en parle. On est biaisé café, je pense qu'on peut dire ça comme ça, effectivement. On est biaisé café en général, voilà. Exactement. Et Jura un peu, parce que quand même, c'est une machine formidable, je trouve. Mais on va vous proposer d'autres options un peu plus tard. Oui, on va tout de suite sauter aux actualités parce qu'il y a des choses qui sont passées cette semaine en dehors de la Formule 1. Rappelons tout d'abord que si vous voulez savoir chaque matin ce qu'il y a d'important dans l'actualité, il faut s'abonner à l'infolettre matinale d'InfoBref. Chaque jour, l'essentiel des nouvelles au Québec et dans le monde. En quelques secondes à peine, essayez ça. InfoBref matin, c'est gratuit. Infobref.com. Vous pouvez en profiter de vous abonner à la balado d'une tasse de tech aussi en passant, parce qu'on est là et on ne demande qu'à vous informer sur l'actualité technologique, n'est-ce pas? Parlant de quoi, et ça m'étonne un peu, parce qu'on sait que Google sait tout déjà sur nous, n'est-ce pas? Ils ont notre historique de navigation, de localisation et quoi encore. Et là, ils vont en savoir encore plus sur nos problèmes de peau, de cheveux et d'ongles. Là, j'ai comme un petit peu un frisson dans le dos. Dis-moi que c'est pas si pire que ça. Dis-moi que c'est une bonne Écoute, j'espère que c'est pas si pire, mais c'est quand même une bonne idée de Google. Avec leur Lens, on peut maintenant, Google Lens, le petit moteur de recherche qu'on a intégré dans les téléphones Android, en tout cas, la caméra, dans Google. Oui, on a un petit bouton qui permet de rechercher tout ce qu'il y a autour de soi. On peut repérer des buildings, on peut repérer des plantes, on peut repérer des fleurs qu'on veut savoir c'est quoi cette plante-là. Il va nous donner des indices. Mais là, Google va plus loin. Il va nous permettre de détecter des maladies de peau, d'ongles et de cheveux. Donc, si on a une simple irritation, de l'eczéma, du psoriasis, un pustule étrange, après des rapprochements intimes avec des gens qu'on connaît peu, les hypochondriaques vont se réjouir, Alain. Oui, ils vont se trouver des maladies qui n'existent pas encore. Ben oui, c'est ça. Vont aimer ça. On va pouvoir s'auto-diagnostiquer. Et là, j'imagine tous ceux qui sont dans le domaine médical autour de nous qui vont faire « Oh non, pas d'autres. Google me dit que j'ai le cancer. » On va pouvoir le faire. C'est un outil assez chouette. Ce n'est pas un médecin, évidemment. C'est une application qui utilise l'intelligence artificielle. Google recevrait chaque année 10 milliards de questions sur la peau, les ongles et les cheveux. Donc, ça préoccupe beaucoup de gens. Une tache rouge, là, qu'est-ce que c'est? Ben oui. C'est ça, qu'est-ce que c'est? Mais d'écrire par écrit dans Google, qu'est-ce qu'on a? C'est pas facile. Plaque rouge sur ma peau, qui a des petits boutons jaunes. Pas évident. Avec une photo, ça va être beaucoup plus simple. L'outil de Google va permettre de prendre une photo de la zone qui nous préoccupe, va nous poser quelques questions. Notre type de peau, depuis combien de temps la petite anomalie est apparue, par exemple, et va nous donner des indices, des pistes pour voir qu'est-ce qu'on a. Il y aurait une détection de 288 conditions de la peau. Ah oui. Donc, c'est précis.
Ça va nous donner aussi des informations plus détaillées, validées par des dermatologues. Ça, c'est des informations plus fiables que des vidéos d'influenceurs. Là, c'est une plaque rouge de même, va chez le docteur tout de suite, t'as le cancer. Ouais, ou les C'est pas clickbait ça qu'on aussi, veut. des Les tabous-là, clickbait. ces services de clickbait qui ne poussent que des trucs bizarres. Vous ne saurez Ouais, jamais ce que oui, ça veut dire d'avoir un bouton noir sur le mais coin du c'est coude. ça. Si vous avez ce bouton-là, tout de suite, allez chez le médecin, Capoter, ouais, lisez paniquer. ceci, tout ça. Il aurait analysé plus de 65 000 images de différents bobos, des images diagnostiques, donc validées Des vraies par des images, gens ouais. comme ça. Moi, j'ai bien hâte de prendre une photo de mes cheveux puis qu'ils me disent, t'as de la calvitie, Pascal. Je pense que c'est peut-être tout simplement ça mon problème Ben, c'est capillaire, naturel, en Alain. fait, c'est normal, à moins que tu me dises que Il tu faut te rases de très près. Là, mais, Il faut que je l'assume. Oui, je me suis récemment rasé très près. C'est évidemment, comme c'est l'intelligence artificielle, l'outil devrait s'améliorer avec le temps en fonction des informations recueillies. Donc, on va se servir un peu de vos informations pour valider des choses. Ça va être lancé bientôt cette année. On peut déjà demander de faire la demande, faire partie du programme d'essai si vous voulez avoir accès au service plus vite. Évidemment, on le répète, ça ne remplace pas un médecin ou l'avis d'un important de le expert spécifier. médical, mais ça pourrait peut-être éviter beaucoup d'inquiétudes aux gens, Ouais. j'imagine. Si on voit le bon côté des choses, Et plus ça pourrait loin que éviter ça, faites vérifier les recommandations, les traitements, les médicaments, n'importe quoi on vous dit en ligne par un spécialiste de la santé, parce que Oui. c'est surtout le traitement qui n'est Ben pas oui. toujours évident. Pas Ben oui, toujours ça pourrait recommandé. éviter des inquiétudes, donc des gens qui s'inquiètent pour rien, mais aussi peut-être inviter des gens qui disent ah, c'est juste un petit bobo, c'est juste un petit bobo. Les gens Ouais. pourraient peut-être, ça pourrait peut-être sauver la peau ou les cheveux ou les ongles Ou la des gens santé plus large, qui ouais, ne font pas effectivement. attention à eux. On va revenir un peu à ce dont on parlait la semaine dernière, parce qu'on a parlé du Vision Pro, le casque de réalité mixte, en fait, d'Apple, là, qui va être lancé début mai 2024 au prix tout à fait délectable de 3 500 $ américains. C'est qu'Apple n'a Américain. pas confirmé, mais n'a pas non plus infirmé qu'il ne sera pas vendu au Canada. Donc, on ne OK. sait pas. Donc, les sites qui vous disent non, il ne va pas l'être, puis les sites qui vous disent oui, il va l'être, les deux sont dans le champ parce qu'on n'a rien dit à date. On laisse ça Oui. très ouvert. Ma théorie, c'est que ça va probablement l'être, mais peut-être en deuxième vague. On va probablement le savoir cet automne. Mais ce qu'on risque de voir aussi dans les prochains mois, c'est plus de rumeurs sur les prochaines itérations de ce casque-là. Parce que déjà, quelques jours à peine après la fin de la conférence d'Apple, on annonçait, en tout cas, les rumeurs circulaient à propos de 2 nouveaux casques qu'Apple pourrait lancer dans les prochaines années. Les rumeurs à propos d'Apple sont intéressantes parce que c'est toujours, à mon avis, des choses qui sont plus ou moins contrôlées par Apple et qui sont coulées plus ou moins volontairement. Et dans ce cas-ci, je pense que ça a été fait pour rassurer les développeurs, pour leur dire investir dans la technologie, il n'y a pas de problème parce qu'on va supporter pour au moins les 5, 6, 7 prochaines années. Oui. Et ça supporte cette vision-là de ce marché-là. On parlerait d'un deuxième casque de réalité virtuelle qui pourrait voir le jour quelque part en 2025, qui serait peut-être lancé à l'automne 2025, qui viserait justement un plus grand public que le Vision Pro. Il pourrait s'appeler, écoute, c'est évident, avec un Vision Pro, il pourrait s'appeler le Vision tout court, le Vision R, le Vision Max, ça pourrait être le Vision n'importe quoi. Hein, c'est quand même assez logique. Évidemment, il serait moins cher, donc il serait peut-être de moins grande qualité. La première chose, c'est qu'on pourrait enlever l'espèce d'écran à l'avant qui affiche nos Oui. yeux, ce qui est un peu Oui. weird, ça sauverait de l'argent. On pourrait aussi remplacer l'aluminium et le verre par du plastique, on sauverait des sous là aussi. On pourrait réduire la qualité des écrans. C'est 2 écrans 4K qu'on a devant les yeux dans le Vision Pro, donc on pourrait rendre ça plus simple. Et on pourrait aussi utiliser un processeur comme celui des iPhones plutôt que celui des Mac. Oui. La gamme A au lieu de la gamme M, pour ceux qui connaissent un peu ça. Et on sauverait encore là un peu de sous. Et on pourrait aussi retirer quelques caméras et quelques capteurs pour rendre l'appareil plus simple. Donc, on pourrait se spécialiser plus dans la réalité strictement virtuelle plutôt que mixte. Ou on pourrait aller avec un peu ça. Mais l'idée, c'est de dire il y aurait éventuellement un casque qui pourrait coûter 500, 600, 700 $ plutôt que 3500. Si peu, Alain. Oh Se boy. rapprocher un peu de ce que Meta fait, Oh aller boy. couper Moi, l'herbe j'ai sous le pied de l'impression qu'ils ne Microsoft. tomberont pas en bas de 1000. Je fais une prédiction, ça va être minimum 1000 $. Probablement que ça va être US. plus que le prix d'un iPhone à tous les coups, je ne sais pas, mais effectivement, ça va être intéressant de suivre l'évolution de ça. Bref, c'est la rumeur. Il y aurait aussi la possibilité de faire un casque sans écouteurs, parce que les écouteurs sont intégrés dans le Vision Pro, mais ce qui serait facile pour Apple, et c'est étonnant, parce qu'ils auraient pu faire ça même avec le Vision Pro, de dire achète-toi donc des AirPods à côté. Il y a déjà le son spatial et tout le kit intégré, donc ça aurait été facile de le faire. Donc ça, c'est la première rumeur. L'autre rumeur, c'est on serait chez Apple, on serait en train de travailler à la prochaine génération du Vision Pro, qui, elle, pourrait voir le jour en 2026 ou 2027. Ça donne une idée du cycle de vie de ces produits-là. Si on dit qu'on travaille sur la prochaine génération du casque Vision Pro pour 2027, ça veut dire que c'est un casque qui pourrait avoir une durée de vie de 3 ans environ, et peut-être plus, mais au moins 3, ce qui est déjà rassurant, ça ne va pas être un nouveau casque à tous les ans. Donc, ouf de ce côté-là, n'est-ce pas? Et ce qu'on pourrait voir là, c'est peut-être une nouvelle génération, et moi, ce serait ma critique par rapport au Vision Pro en même temps, une nouvelle génération du processeur du casque, qui en ce moment est le processeur M2, le même que les Mac. J'en ai d'ailleurs 2 ici. C'est ça que je voulais vous parler tantôt, là, comme le Mac Studio que voici. Oui.
On aurait donc une version peut-être du M2 plus R2, parce que là, on a le coprocesseur R1, qu'on a appelé ça chez Apple, qui s'occupe de gérer les données des capteurs et de les transférer au reste de la machine. Peut-être qu'un nouveau capteur ou de nouveaux processeurs capables de mieux gérer le détail de notre présence, notre interaction avec les objets numériques pour avoir une meilleure réalité augmentée. Ce serait une bonne idée parce que les tests qu'on a fait, bien des gens ont réalisé que le contact avec les objets virtuels, c'était pas super naturel avec ce casque-là. Donc, à suivre. Moi, ma prédiction, c'est que le prochain casque de réalité Vision Pro va avoir une connexion cellulaire. Selon moi, ça serait ça l'évolution. Oui, ou même LTE, mais c'est probablement peut-être plus 5G. Là, mais effectivement, ça pourrait être un truc aussi, avoir une connexion cellulaire pour être mobile, mais ça prendrait plus de réalité augmentée pour. S'il y a une connexion cellulaire, c'est pour l'utiliser à l'extérieur, et c'est là où on a un autre genre de conversation, effectivement. Mais ça pourrait être un outil là, que tu pourrais utiliser en marchant dans la rue. Et on pourrait regarder les gens et on pourrait voir comment ces gens-là pourraient s'habiller à partir de vêtements achetés en ligne, parce qu'on pourrait reproduire leur avatar avec des vêtements. Quel lien formidable, Alain. N'est-ce pas? Mais est-ce que tu achètes des vêtements en ligne? Ben, c'est ça, parce que c'est un problème de quand on achète des vêtements en ligne, on ne sait pas de quoi ça va avoir l'air quand on va le porter, effectivement. Mais là, il y a peut-être une solution qui se dessine devant nous. Là. Oui, puis il y a des gens qui ne se gênent pas. Ils vont commander 3 produits, ils vont les essayer, ils vont retourner 2, ils vont en retourner 3 parce qu'ils l'essaient, puis essaient, puis c'est gratuit le retour. Ça fait partie de moins en moins. De moins en moins gratuit parce que c'est très coûteux. Les gens ne se rendent pas compte que les vêtements ne sont pas revendus. La plupart du temps, ils sont tout simplement jetés ou brûlés ou détruits parce que c'est trop coûteux de les revendre, les retourner, les réemballer. Il n'y a rien qui vaut l'essayage en personne, mais à défaut de ça, on veut peut-être faire des essais virtuels. Selon Google, 42% des gens ne se reconnaissent pas dans les mannequins qui présentent les vêtements. Et c'est vrai, je regarde une marque de vêtements pour hommes que j'aime bien, mais c'est des espèces de triathlètes des êtres humains. Ils font 6 pieds 4, ils ont du médium, ils ont une taille de guêpe, ils ont des biceps gros comme des tonneaux. Ils m'intimident un peu. C'est pour ça peut-être que c'est aspirationnel, ce type de vêtements-là. Je perds de la bedaine. On n'a pas de petite bedaine sur les mannequins. Ils sont marqués, c'est rare. La bedaine de la quarantaine, on peut choisir son propre mannequin. On pourrait dire, moi, j'avais une petite bedaine, comme ça, on peut voir de quoi j'ai l'air. Et voilà. Fait qu'à défaut de se voir en réalité virtuelle, ce qui est possible, mais qui demanderait de se charger ses photos, il y a déjà une technologie qui permettait de faire ça, mais il fallait charger une photo de soi en sous-vêtements. On ne veut peut-être pas faire ça pour des raisons de vie privée, évidemment. Avec l'intelligence artificielle, Google permet de simuler le corps, de quoi aura l'air un vêtement sur différents types de corps. Donc, on peut voir un vêtement et dire, moi, j'aimerais ça avoir un autre mannequin qui le représente. Donc, au lieu d'avoir des essayages pour les compagnies, ce serait coûteux pour chacun de leurs vêtements d'avoir 3, 4, 5, 6 mannequins de différentes tailles, de différents corps, d'ethnicité, de couleur de peau et même de style de cheveux, essayer les vêtements. Avec la technologie de Google, on va pouvoir le faire, on va pouvoir cliquer sur un vêtement, voir de quoi il y a de l'air avec différents mannequins. La reproduction du vêtement sur les mannequins, c'est des vrais mannequins, des vraies personnes avec différents corps. Ils vont mettre le vêtement dessus virtuellement, ça va reproduire les ombres, la texture et tout ça, comment le vêtement va tomber sur quelqu'un. Donc, on va pouvoir bientôt, on espère, en tout cas dans un futur proche, pouvoir voir un vêtement qu'on aime et dire, OK, je vais trouver quelque chose quelqu'un qui ressemble à mon type de corps, plus musclé, plus bedonnant, plus grand, plus petit, plus roux, plus pâle, et trouver le vêtement qui nous convient. On peut déjà, j'ai essayé de le faire, je n'ai pas trouvé, mais il semble qu'on peut déjà l'essayer dans des boutiques comme H&M et Anthropologie. Je vais creuser un peu, je vais tenter de le voir, mais j'étais très curieux. Ce que j'ai vu pour l'instant, c'était que pour des vêtements féminins. J'espère qu'ils vont faire la même chose pour des vêtements masculins, même si évidemment, peut-être que le marché est moins grand. On est moins, de variété corporelle du côté des messieurs. Quand on regarde les boutiques de linge pour hommes, c'est des t-shirts, des chemises et des pantalons. Il n'y a pas une tonne de... On ne peut pas dire qu'ils sont très créatifs dans la mode pour hommes. Des polos. Et puis là, on va rester dans la réalité virtuelle avec Assassin's Creed. Ben écoute, si on peut enfiler des nouveaux vêtements, pourquoi ne pas enfiler ceux d'un assassin médiéval, n'est-ce pas? C'est un peu ça la promesse qu'a fait Ubisoft, là, qui a annoncé cette semaine l'arrivée bientôt, en fait, d'ici Noël, au plus tard Noël, d'Assassin's Creed Nexus VR, donc la version en réalité virtuelle d'Assassin's Creed qui va être offerte non pas sur les casques d'Apple parce qu'ils ne seront pas encore à marché, mais sur les Quest, les 3 Quest en fait actuellement vendus par Meta, donc le 2, le 3 et le Pro. Chez Ubisoft, là, on pense que c'est un jeu, évidemment, ceux qui ont joué à Assassin's Creed le savent, c'est un personnage qui bouge beaucoup, ça se passe beaucoup dans l'espace, donc il y a une application évidente en réalité virtuelle. Il impose évidemment aux joueurs des mouvements ou en tout cas des défis physiques qui pourraient être bien reproduits en réalité virtuelle, disons-le comme ça. Les jeux,
L'affaire, c'est que sur Meta, les jeux les plus populaires sont des first shooters, comme on dit, des jeux où à la première personne, on est toujours avec... Et clairement, l'assassin, j'oublie toujours son nom, mais le personnage principal d'Assassin's Creed a besoin de ses mains pour travailler, donc ça fonctionne bien. Ce qu'on promet, c'est qu'il y aura des mouvements de type parcours, donc il y aura aussi des mouvements peut-être un peu plus sophistiqués que juste les bras. Pour interagir un peu plus avec l'environnement du jeu. Évidemment, le mode furtif va être encore là pour se déplacer en douce et aller abattre l'ennemi. Il va y avoir beaucoup de chamaillage face à face, du hand-to-hand combat. Donc, on risque d'avoir des façons assez différentes que les plus traditionnels jeux de réalité virtuelle là, pour interagir avec les autres personnages. On dit parce que c'est assez violent comme jeu, Assassin's Creed. Après tout, on joue un assassin, donc clairement, il se passe des choses pas super commodes, qu'on va réduire le niveau de violence et de sanguinolence des actions dans le jeu. Parce que sinon, on va baigner dans le sang, ça ne sera pas long. Ubisoft affirme aussi que les scènes, qui sont souvent ralenties, là, une fois qu'on a tué un personnage, vont être écourtées et qu'on ne pourra pas faire de torture. Je vais vous dire ça, je le dis parce que c'est spécifié, mais je trouve ça un peu dégueulasse qu'on ait besoin de préciser ça. Il semble qu'on pourrait parler de... En tout cas, on pourrait faire d'autres choses. En contrepartie, il y a du positif quand même. Et je le dis en passant, ça va certainement être un jeu pour adultes seulement, parce que tu peux passer à des enfants, là, un jeu qui parle de cette façon-là, de choses assez particulières. Mais en contrepartie, la partie positive, c'est que le jeu va se passer à 3 endroits. Et je m'attends à ce que la reproduction numérique soit à couper le souffle, parce que déjà dans les jeux, le premier jeu, quand il se passait à Florence, je ne sais pas si tu es déjà allé dans ce coin-là, Pascal, mais la reproduction numérique de Florence dans le jeu était vraiment, vraiment fidèle à ce qu'on voit quand on va visiter le vieux Florence. Là, et on peut imaginer qu'à l'époque, quand c'était plus propre et récent, ça devait avoir l'air aussi de ça. Donc, ça va se passer en 1524 à Florence, puis en Grèce antique et en Amérique coloniale. Donc, j'imagine qu'on pourra au moins se dépayser un peu, quitte à ne pas nécessairement faire trop de grabuge là, avec notre assassin, mais quand même à visiter un peu et accomplir des quêtes et des tâches. On va le savoir, on va le voir à Noël, en tout cas, de quoi ça va là, mais ça ouvre la porte. Ubisoft, qui aime beaucoup être sur toutes les plateformes, tout le temps, partout en premier. Peut-être que ça laisse présager aussi des jeux, parce qu'on ne l'a pas vu avec le Vision Pro, mais Apple a certainement aussi une stratégie de jeu qui s'en vient, dont on en saura plus l'automne prochain, mais entre-temps, déjà Assassin's Creed en VR, moi, je trouve ça très intéressant. Moi, j'ai bien aimé, il faut que j'en parle, le jeu Pistol Whip sur Quest. Oui, c'en est un, ben oui. Si tu as joué à ça, tu te sens comme John Wick. C'est assez intense. Tu te déplaces, tu as plein de méchants, puis tu dois tuer les méchants en séquence au rythme d'une musique rythmée. Bon, on sent que j'ai du plaisir quand je joue à ce jeu. Il y a des bons jeux. J'en ai un aussi. Il y en a un des jeux que j'ai joué le plus, j'oublie toujours le nom, malheureusement. Mais tu joues justement une espèce de ninja assassin. Tu pars des épées, des fusils, des arcs, plein d'armes. Tu te promènes dans un grand environnement et tu as comme 36 ennemis. T'habilles ça aux couleurs d'Assassin's Creed est un jeu. Là, c'est pas très compliqué. Wow. Donc oui, effectivement, ça peut être très intéressant. Tu vois Super Hot? Comment tu dis? Super Hot? Ah, ça, je ne connais pas. Super Hot, c'est un jeu de réalité virtuelle où tu te retrouves un peu, encore une fois, dans un style John Wick, là, où tu es dans... Imagine que tu ouvres les yeux, tu es dans une pièce, il y a plein de méchants qui se dirigent vers toi. Il faut que tu te débarrasses de tout ce monde-là. Et tu dois te débarrasser, mais tu dois réaliser que dans ton environnement, tu as un fusil devant toi, tu as une assiette à côté, tu as un pot de fleurs. Et là, tu peux prendre le pot de fleurs, lancer le pot de fleurs, tu dois rapidement trouver qu'est-ce que tu as comme arme à portée de main. Mais le truc, c'est que quand tu ne bouges pas, les méchants ne bougent pas. Plus tu bouges vite, plus les méchants se bougent. Écoute, oh, un petit casse-tête Super Hot, c'est assez cool parce que tu as le temps, dès que tu arrêtes, tu peux réfléchir à ce que tu fais, tu peux éviter les balles, tu peux... Écoute, c'est des beaux j'ai du plaisir dans ces jeux. Super Hot, c'est assez cool. Moi, je pense que sur ces sages paroles, on va conclure l'actualité parce que c'est quand même une phrase qui a plusieurs niveaux de décodage. Prenez votre temps, les amis. Prenez une courte pause, on revient tout de suite avec la suite d'une tasse de tech. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech, la balado techno qui a un partenaire de sécurité de confiance à vous suggérer parce que vous savez comment c'est la vie. Hein? On essaie des choses sur Internet et il faut quand même se protéger. C'est drôle parce que les vacances s'en viennent pour bien des gens, ça a même déjà commencé et bien des gens vont aller à l'étranger. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est à l'étranger? Bien, on se connecte sur des réseaux Wi-Fi publics, à l'hôtel, au restaurant, dans les parcs, un peu partout. Et j'ai installé l'application CyberGhost sur mon téléphone pour l'essayer, vu que c'est notre partenaire et qu'on en parle, je veux savoir de quoi ça avait l'air. Et ce qui est intéressant de l'application, c'est que quand on se connecte à un réseau public reconnu pour être pas super sécurisé, on reçoit une petite alerte qui nous dit « Ça, c'est pas un réseau super fiable, connecte-toi par VPN. » Et c'est effectivement une très bonne suggestion parce qu'un VPN anonymise, chiffre et protège l'échange que vous faites avec des serveurs distants, même à travers un réseau public. Donc, des petits yeux indiscrets de gens qui veulent...
essayer de récupérer de l'information à partir de ce que vous faites en ligne ont beaucoup plus de difficultés à savoir ce que vous faites à partir d'un VPN. Ça permet aussi de réaccéder à des services, à des catalogues canadiens de services de streaming comme Netflix, alors que vous n'êtes pas au Canada, ce qui n'est pas rien, parce que ça permet de continuer le visionnement de séries qui seraient peut-être bloquées ailleurs qu'au Canada. Oui. Et dans le cas de CyberGhost, j'en parle parce que c'est notre partenaire, mais aussi parce qu'ils ont une offre spéciale pour les gens qui nous écoutent, une tasse de tech, où ils offrent leur service avec 83 de dollars, 83 de rabais. Donc, c'est à peu près 2 $ par mois pour un service qui, effectivement, vaut la peine. On parle de, 38 millions de personnes qui l'utilisent dans le monde, de milliers de serveurs partout dans le monde aussi. Donc, c'est quelque chose qui est anonyme, sécuritaire et manifestement très utilisé aussi, donc quand même assez fiable. C'est un bon moyen donc pour se protéger en vacances, n'hésitez pas. Le lien vers l'offre de rabais va être sur la description de la balado. C'est cyberghost vpn.com/ une tasse de tech, mais je vais vous la donner à l'écrit. C'est toujours plus facile sur notre description de balado. Donc, ceux que ça intéresse pourraient aller faire un tour. C'est un bon service, CyberGhost VPN. Rien comme des VPN pour se protéger. CyberGhost. Là, tu viens de parler du Mac Studio M2. Écoute, on a décidé parce que c'est quand même costaud comme bébelle, le Mac Studio M2. C'est une grosse boîte. On fait un bloc à part juste sur les produits Mac parce qu'il y a 3 affaires qui ont été lancées. 2, en tout cas, concrètement, le Mac Studio et le MacBook Air 15 pouces. Et j'ai eu la chance de les essayer et ça fait beaucoup de matériel informatique d'un coup, je vous le dis tout de suite, parce que c'est du lourd. En tout cas, le Mac Studio M2, c'est du lourd, presque au propre, autant qu'au figuré. Je dis M2, vous savez ce que ça signifie, c'est le processeur M2 d'Apple, mais ce n'est pas le M2 de base, c'est le M2 Max et le M2 Ultra, qui sont des processeurs d'un niveau quand même assez exceptionnel. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est le prix de la machine. Ça commence à 2 700 $ pour le M2 Max et le M2 Ultra est 5 500 $. C'est quand même assez cher. Le processeur M2 Ultra, pour vous résumer ça, c'est 2 processeurs M2 Max collés ensemble. Et là, ça donne 2 fois plus de coprocesseurs, de puces, de mémoire, de tout ça. M2 Max de base, c'est 12 cœurs plus 12 coprocesseurs. Un GPU, une carte graphique ou un processeur graphique à 30 cœurs. Un fameux Neural Engine, la fameuse puce qui s'occupe plus de l'apprentissage de machine puis des tâches d'intelligence artificielle qui lui fait 16 cœurs. On a jusqu'à 96 gigaoctets de mémoire vive. Ça, moi, ça me fait capoter parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était bloqué à 8 gigs. C'était comme fou. Oui. Et avec tout ça, on a une bande passante parce que c'est une des principales particularités des puces M1 et M2 d'Apple, c'est qu'on a une bande passante à unifier vers la mémoire vive qui est accessible par la carte graphique, par tous les autres coprocesseurs, qui a une bande passante de 400 gigaoctets secondes. Donc, ça permet d'accéder à la mémoire vive rapidement. Et c'est ce qui fait que les choses vont vite quand on utilise ces appareils-là. Elles vont vite et elles sont aussi très polyvalentes. Elles sont capables de faire du multitâche. On peut brancher sur un Mac Studio M2 5 moniteurs 6K. 6K, c'est beaucoup de pixels, là, côte à côte sans problème. Avec le Ultra, on peut jusqu'à 8 moniteurs. On peut le faire parce qu'on a 4 ports Thunderbolt. Là, je tiens à l'envers ici pour ceux qui nous regardent. 4 ports Thunderbolt, 4 à l'arrière, une sortie HDMI. On a 2 ports à l'avant, 2 ports Thunderbolt à l'avant. Mais on peut utiliser les 4 ports à l'arrière plus le HDMI pour avoir un moniteur chacun. Ça fait 5 moniteurs. Et ça, c'est aucun effort pour le Mac Mini, le Mac Studio, pardon, qui gère ça comme un champion. Dans la démo que j'ai eue, qui était la plus convaincante, je n'ai pas ça chez moi, mais ce qu'on faisait, c'est la captation d'un concert en direct. Donc, il y avait un musicien, un guitariste sur scène qui faisait sa chanson. Il y avait 6 caméras qui envoyaient 6 images. En fait, je recommence. Il y avait 12 caméras qui envoyaient 12 images 4K en direct à un Mac Studio dans un logiciel de régie. On pouvait, sur chacun des flux 4K, appliquer le filtre de son choix pour le son, pour l'image, pour les couleurs, pour la netteté. Et on avait évidemment un deuxième moniteur de référence qui était finalement ce qui arrivait au bout pour ce qui était diffusé. Et tout ça pouvait être changé instantanément, 12 à la fois, sans aucun arrêt de la diffusion, sans aucune petite roulette arc-en-ciel de la mort. C'est impressionnant. L'autre application, dans un cas comme celui-ci, c'est vraiment l'application des gens qui veulent faire de l'intelligence artificielle, qui veulent installer une version open source d'une IA générative. Comme il y en a, j'oublie leur nom, mais il y en a quelques-unes qui existent open source qu'on peut télécharger et installer soi-même pour bidouiller avec. Et ça demande des processeurs capables quand même de cruncher beaucoup de données. Et c'est quand même assez habile à ce niveau-là. C'est l'appareil ici. On donnait un exemple où on pouvait, dans une édition, si on veut faire de la retouche vidéo, des effets visuels, par exemple. Et on veut transformer le personnage principal dans une séquence de 1 minute, je ne sais pas, peu importe la séquence, en un dessin animé ou en un robot ou en un avatar ou quelque chose de virtuel. Donc, on remplace, évidemment,
la façon traditionnelle de le faire, c'est chacune des images de la séquence, c'est de le détourer et ensuite de remplacer ça à chaque fois, à chaque image, le personnage par le personnage qu'on veut utiliser, donc le dessin animé ou peu importe. Dans une application d'effets visuels plus récente qui utilise l'intelligence artificielle, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne 5 ou 6 éléments clés plutôt que, mettons, les 300 qu'on aurait à faire. Et ça se fait en quelques minutes plutôt que prendre 3 jours ou une semaine ou je ne sais pas combien de temps. Donc, vous voyez, c'est des applications vraiment de pointe dans des applications, par exemple, de retouches d'effets visuels en programmation, et ainsi de suite. Je me demandais, parce que c'est quand même une grosse machine, qui pourrait ou à qui s'adresse cet appareil-là, le Mac Studio M2? Parce que ce n'est pas un appareil, on a déjà parlé du Mac Mini qui convient probablement à 90% des consommateurs là, à la maison. Très puissant, très, très intéressant. Et qui coûte pas mal moins cher aussi. Alors, on se dit, un Mac Studio. Et ce que je comprends, c'est que les gens qui ont, dans le passé, acheté un iMac 27 pouces, qui était comme l'espèce de gros iMac, seraient probablement les genres de gens qui sont candidats à vouloir un Mac Studio avec un moniteur externe. Parce que c'était une grosse machine, l'iMac à l'époque. Et le nouveau iMac a été plus recentré sur un usage grand public, consommateur léger, peut-être un peu de jeux vidéo, mais qui n'est jamais aussi performant que l'est le Mac Studio M2. Ce qui m'irrite par rapport à ça, c'est que ça aurait été le fun que les vieux iMac deviennent juste seulement des moniteurs externes pour les prochains Mac comme celui-là, ce qui nous permettrait de sauver des gros sous. Parce que si on veut acheter un moniteur à Apple, ça coûte une fortune, ces appareils-là. Puis, il ne faut pas oublier qu'en plus de l'appareil, il faut acheter ses moniteurs, il faut avoir son clavier. Ça vient sans périphérique, c'est souvent pas un problème. Oui, voilà. On peut juste prendre son vieux clavier et le déplacer. Mais si on n'a pas un bon moniteur, on s'achète quelque chose de... ça veut peut-être dire acheter un moniteur 4K. Exact. Ça vaut peut-être la peine de profiter. Tu ne veux pas avoir un Mac Ultra, à moins d'avoir des applications très spécifiques. Une autre application à laquelle je pense, j'ai mon cousin qui fait de l'ingénierie et qui doit processer énormément de données. Puis il dit qu'un des trucs, il dit ça lui a fait mal, la crise de la crypto-monnaie, que le prix des cartes graphiques coûtait très cher, parce que son ordinateur, pour faire des calculs mathématiques avancés, de simulation de terrain et compagnie, pourrait peut-être s'acheter un M2 puis avoir toute la puissance de calcul nécessaire pour faire rouler ses applications d'ingénierie et de calcul. C'est un marché qui n'est peut-être pas énorme, mais pour des gens qui en ont vraiment besoin, ça peut être aussi un appareil extrêmement fun. Puis je vois dans tes notes qu'il n'y a pas de ventilateur. Ça, c'est complètement il n'y a pas de bruit, il est très silencieux. C'est la même chose avec MacBook Air. C'est surtout au niveau du MacBook Air parce que c'est un portable que ça fait une différence. Mais effectivement, c'est une mécanique qui est très silencieuse et qui, dans le cas du Mac Studio, c'est gros comme un dictionnaire à peu près. Là. Ça tient bien sur un bureau, ça n'occupe pas tant d'espace, donc c'est quand même intéressant d'avoir toute cette puissance-là dans un format qui est quand même intéressant et qui est quand même assez durable, là, parce qu'on parle d'un gain de puissance par rapport au Mac Studio l'année passée de 80% en général, sur la plupart des tâches qu'on peut faire. Et ça signifie que même s'il y a un nouveau Mac Studio M3 dans 2 ans, qu'on risque d'être satisfait pendant encore plusieurs années. C'est généralement ce que les statistiques d'usage témoignent à propos des ordinateurs d'Apple. Donc, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Et tu en parlais, on l'a dit un petit peu. J'ai aussi eu et ça, c'est certainement l'appareil des deux qui est le plus intéressant, le MacBook Air à écran de 15 pouces. Oui, et il faut que je m'excuse. Il y a un ventilateur dans le M2. Je suis désolé, mais comme tu dis, c'est dans le Mac Air qu'il n'y a pas de MacBook ventilateur. Air qui, Apple, je ne sais pas à quel point il joue sur le monde. Est-ce que c'est le portable le plus vendu au monde, le MacBook Air? Et là, ce qu'on avait en ce moment, c'est un MacBook Air à écran de 13 pouces. Celui-là, il fait 15 pouces. Le reste est à peu près inchangé par rapport au MacBook Air 13 pouces à processeur M2, n'est-ce pas? Et je garde toujours la petite feuille. Et si vous voulez, je vais vous dire tantôt le truc à propos de la petite feuille, parce que c'est le défaut qu'ont les Mac depuis je ne sais pas combien. Ça me ramène au PowerBook du début des années 2000. T'es âgé, quand on range un ordinateur portable Mac dans un sac de travail et qu'on se déplace, évidemment, il est un peu secoué, parfois un peu comprimé. Et le clavier laisse des marques sur le moniteur, sur l'écran, qui sont, généralement, ça s'essuie éventuellement, mais des fois aussi, ça laisse des marques qui ne s'essuient plus. C'est vraiment des marques qui sont durables. Alors, il faut vraiment mettre une feuille protectrice entre le clavier et l'écran. Et ça, sérieusement, c'est un défaut des Mac depuis super longtemps. Et je ne sais pas, j'arrête pas de leur dire. Un jour, ils vont m'écouter et ils vont corriger ce problème-là qui est un peu bizarre. Mais bon, dans le cas du MacBook Air, pardon, de 15 pouces, j'ai eu un petit blanc ici. C'est pas une machine donnée à 1750 $, on va se le dire. Il existe des ordinateurs pas mal moins chers, mais encore faut-il trouver la combinaison du côté des PC à processeur Intel, et c'est dur à trouver. Intel s'est mis à une feuille de route, un échéancier qui s'appelle le programme Evo, qui inclut une nouvelle génération de puces là, de cette année qui va s'appeler Meteor Lake, où on a l'intention d'atteindre le même niveau de performance, que ce soit l'autonomie en veille, le démarrage quasi instantané, l'autonomie générale des portables quand ils ne sont pas branchés sur une longue période.
on s'est donné l'objectif en 2025 d'atteindre un niveau de performance comparable au MacBook de l'année passée. Donc, je trouve ça un peu plate, mais clairement, Intel a pris du retard là-dessus. Et c'est tout à l'avantage d'Apple qui maintenant peut vendre un MacBook Air qui est incroyablement plus efficace et plus agréable à utiliser qu'un PC. La version 15 pouces du MacBook Air a 18 heures d'autonomie et surtout plusieurs jours d'autonomie en veille. Vous pouvez le laisser dans votre sac de travail, ne pas travailler de la fin de semaine, ne pas le brancher de la fin de semaine, ne pas vous inquiéter même pendant une semaine après et vous allez le sortir, il va avoir encore de la batterie. Il va probablement encore avoir assez de batterie pour travailler toute la journée sans le brancher, puis ce ne sera même plus un embêtement parce que c'est 18 heures d'autonomie non seulement réelle, c'est-à-dire qu'on atteint à peu près dans la vraie vie là, cette capacité-là d'utilisation, mais en plus, c'est 18 heures d'autonomie sans dégradation de la performance. Donc, on peut faire la même chose sans être branché qu'on fait en étant branché et c'est pas plus lent, c'est pas plus bruyant, c'est pas plus compliqué, c'est exactement le même degré de performance. Ça aussi, c'est un gros détail. Ça fait une différence. Évidemment, 15 pouces par rapport aux 13 pouces, on a plus d'écran. On a 500 nits aussi de luminosité. J'essaie de savoir si les gens, je ne sais pas à quel point les gens sont des experts en luminosité, mais 500 nits, c'est suffisant pour voir nettement les choses, même en plein soleil. Donc, vous pouvez travailler dehors en plein soleil et vous verrez votre écran qui va être assez lumineux pour que ce qui s'affiche soit facile à lire. C'est pas rien. Il a aussi un pavé tactile élargi pour ceux que ça intéresse. Moi, personnellement, je mets toujours une souris externe, c'est moins un truc pour moi, mais ça peut intéresser les gens. Au prix que je disais, 1 750 $, ce qui est un peu décevant, c'est qu'on a seulement 256 gigaoctets de stockage interne, qui est un peu bof. Il y a une sortie audio de 3 mm et demi, le fameux jack audio. Il y a 2 ports Thunderbolt et il y a un bloc d'alimentation qui, lui, a 2 ports Thunderbolt, de 2 barres USB-C, en fait, également. J'aurais aimé plus de connectivité sur le portable à ce prix-là, avoir peut-être un 3e port, parce que souvent, on l'utilise dans un état statique où on se branche un moniteur, on branche un clavier et pouf, il n'y a plus de place pour rien brancher d'autre. Donc, des fois, c'est un peu une limite. Chez Apple, ce qu'on dit, c'est qu'avoir rajouté un 2e port sur le bloc d'alimentation, ça remplace un peu un manque de connectique parce qu'on peut brancher là l'appareil qu'on veut recharger comme un téléphone ou ainsi de suite. Ce qui est à peu près à moitié vrai, à mon avis. Là. Ça ne règle pas le problème, mais c'est bon. C'est la critique que je ferais par rapport à cet appareil-là. Et à part ça, écoute, c'est un appareil mobile, léger, compact, mince, fait 1,5 kg, très léger, se transporte tout seul. Mon opinion très personnelle, 15 pouces, c'est trop gros pour se déplacer. Si vous êtes un travailleur très, très mobile, le 13 pouces fait super bien la job, coûte moins cher. Alors que le 15 pouces, pour les gens qui veulent le transporter parce qu'ils travaillent à la maison, s'en vont au bureau, travaillent au bureau, c'est parfait. Pour les gens qui travaillent à la maison, s'en vont, des fois, on s'en va dans des conférences à l'étranger, qui s'en vont à 8-6 places différentes par 2 semaines. Moi, je préfère un format 13 pouces, mais comme je disais l'autre jour, je ne sais plus qui, je reviens d'un monde, moi, où à l'époque, et tu t'en rappelles, à l'époque des premiers netbooks, des petits PC portables à écran de 9 pouces. Oui. Netbook, pour moi, c'était le futur. Là. J'avais acheté ça coûtait 350$. Tu pouvais même installer macOS là-dessus pour faire un Hackintosh. Et tu avais un Mac à 9 pouces de 350$, puis c'était magique. C'était très compact. Ça avait moins de batterie, évidemment. Mais pour moi, 13 pouces, c'est déjà bien en masse, mais il y a des gens qui en veulent plus. Et 15 pouces, ça a beaucoup de bon sens. On a déjà parlé de portables d'écran de 17 pouces, et ça, c'est, à mon avis, vraiment juste trop grand. Là. Oui. Mais c'est une question de goût. Mais les gens veulent les grands écrans. Je pense que beaucoup d'utilisateurs, ils veulent une surface d'écran plus grande. C'est plus confortable pour travailler, faire des calculs, regarder du contenu vidéo. C'est drôle à dire, là, mais on achète un ordinateur à 1 500$ pour regarder des vidéos YouTube. On pourrait faire ça avec un petit truc, une petite télé à 300$. Là. Mais on regarde ça avec un ordinateur. On en a déjà parlé à l'émission, mais il existe aussi des moniteurs pour portable qui s'accrochent derrière l'appareil, qu'on relève et qu'on extrait dans le fond de chaque côté pour avoir un setup à 2 ou 3 moniteurs. Pour portable. On a déjà parlé de l'écran Xebec XEBSI ici, qui coûtent 200-300$ et ils font la job quand on a besoin de plus d'affichage. C'est aussi une façon d'optimiser tout ça. Ça fait le tour des produits Apple cette semaine. La semaine prochaine, on va produire une autre marque. Je vais dire Google, mais je ne suis pas supposé vous le dire. Mais bref, on va parler d'autre chose la semaine prochaine. Moi aussi, je l'ai reçu. Et tout ça, Pascal, ça m'épuise. Alors, je vais prendre une pause. On va se parler ensuite d'un petit remontant. On va se prendre un petit café. Donc, bougez pas. On va parler de machine à café tantôt. Ça va être assez intéressant. Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech, dernier segment qui va nous requinquer, Pascal. Mais avant, juste parce qu'on a un peu de lousse dans l'horaire, je vais le dire comme ça. On l'a dit tantôt, je vous le redis, on a beaucoup d'archives. C'est quand même notre 8e saison, Une tasse de tech. Alors, je vous invite à aller consulter tout ça parce qu'il y a du bon stock qui vieillit très bien, comme un bon vin. Je ne sais pas si on peut faire vieillir des grains de café, mais si on pouvait, on le ferait.
allez sur les plateformes balado, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de nous suivre vers l'avant, donc là où on s'en va avec notre balado, mais aussi d'aller consulter sur ce qu'on a fait dans le passé. Vous verrez qu'on ne dit pas toujours juste des bêtises. On est quand même plutôt connaissant dans ce qu'on fait, Pascal. D'ailleurs, je t'en félicite parce que ça apporte moi, je dis beaucoup d'affaires un peu weird. Puis toi, tu viens puis tu rassois tout ça dans la réalité. J'essaie. On est deux. C'est un duo. C'est un duo, Alain. Merci d'être là. On parle de café? J'allais dire, la façon qu'on fonctionne à la balado, c'est que souvent, je vais comme déposer dans un petit réceptacle de savoir, de l'information un peu pêle-mêle. Et toi, tu vas arriver avec ton poids, n'est-ce pas, compresser tout ça dans un format qui ensuite va faire percoler l'intelligence, n'est-ce pas? Et ce qui nous permet ensuite de dire, comme une machine à café, que tu as justement avec toi. Ben écoute, j'ai 2 machines à café parce que notre partenaire, c'est Jura. Jura qui nous a offert la machine E8, qui est absolument fantastique. Et on le répète, c'est notre partenaire, donc voilà, puis on l'aime. Ça permet de faire un café en appuyant sur un seul bouton. Moi qui est un amateur d'espresso, qui pestait contre la machine, qu'il fallait mettre dans le petit porte-café, le petit réceptacle, il fallait mettre des grains, ça faisait du dégât, il fallait tapoter, la bonne pression, il fallait trouver le bon ajustement. Ensuite, on appuyait sur le bouton pour avoir la pression qu'on voulait. On obtenait un café très, très inégal. Et puis, c'était tout un rituel à faire ça. Puis ensuite, il fallait faire mousser son lait sur le côté. C'est chouette, ça te permet beaucoup de contrôle, mais la machine Jura 8, avec un seul bouton, fait tout ça automatiquement et ça fait du vraiment bon. C'est la précision suisse, ça fait du très, très bon boulot. Mais j'ai eu l'occasion de pouvoir tester d'autres options, Alain. Et des options qui vont peut-être faire plaisir aux gens parce que c'est des options moins coûteuses. La Jura 8, quand les gens voient le prix, ils sursautent parce que c'est une machine. C'est du haut de gamme, ça, on peut le dire. C'est du haut de gamme. Ça se rentabilise vite si on prend des espressos à 5 $ chaque jour, mais si on prend son café du Tim Hortons à 1,50 $ en promotion, c'est pas si rentable que ça. Donc, le Barista Express Impress, c'est une machine le Barista, c'est Breville qui fait ça, une très bonne machine, une très bonne compagnie, permet d'avoir un espresso à son goût avec un minimum de manipulation. Et ça, c'est assez intéressant. Ça commence par le moment où on prend son grain de café entier. Donc, ça moud le café, ça intègre un moulin à café. On appuie sur le bouton, le porte-filtre ne fait pas de dégâts. C'est juste ça, je trouve ça absolument fantastique. On insère le porte-filtre dans la machine, on appuie sur le bouton, ça moud la quantité de café qu'on désire, donc fraîchement moulu. Et ce qui est bien, c'est qu'on a un petit levier pour tapoter qui est pour tasser le café, pour avoir une belle poque de café dans son porte-filtre. Et ça va mesurer si on a assez de café ou non. Et s'il n'y en a pas assez, il va nous mettre un petit indicateur pour nous dire non, il manque de café. Se réappuie sur le bouton, il va en rajouter, il va ajuster sa dose pour la première fois, la prochaine fois. Donc, tu as plusieurs porte-filtres. Donc, tu peux avoir pour un café simple, un café double, un café moulu, pré-moulu, plus fin, moins fin. Tu as plusieurs types. Tu peux l'ajuster automatiquement. Ça, c'est génial. Comme une machine si tu ne veux pas que ce soit ajusté. Ben oui. C'est ça. C'est comme assez chouette que la quantité de café se fait automatiquement et la pression que tu mets avec le levier se fait aussi automatiquement. Ça va t'ajuster, ça va te dire qu'il y a trop de café, pas assez de café. Tu as aussi un outil, là, si tu veux le tapoter plus précisément, une espèce de lame de rasoir pour avoir une belle finition comme ça. Ça s'ajuste automatiquement. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, j'ai laissé un enfant de 10 ans le faire, celui qui assemble mon Lego. Il a fait des très, très bons espressos. Il a pu tout de suite corriger la dose. Il y a un beau bouton sur le côté pour ajuster la finesse de son grain. C'est vraiment c'est pas caché à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de prendre un tournevis. C'est une belle molette sur le côté. Tu peux ajuster la finesse de ton grain. Alors, ceux qui veulent de la flexibilité, la Barista Express Impress, il y a un modèle avec un écran tactile. Ceux qui veulent aller encore plus loin pour choisir sa boisson. Moi, j'ai le modèle qui n'a pas d'écran tactile. Il y a un beau bouton qui permet de choisir sa dose très précisément si jamais on ne veut pas aller en mode automatique. On a l'avantage de quelque chose de simple, parce que c'est pas tout le temps, là, si tu es toi l'amateur de café dans la maison, toi, tu vas jouir à ajuster ton café avec la précision, la quantité, la mouture, mais peut-être que ton conjointe, la personne, les gens dans ta maison veulent juste avoir un café rapidement. Tu as le mode automatique et le mode manuel. Tu as évidemment le bouton pour faire mousser le lait, super facile, tu appuies sur le bouton. Le fun. Tu peux faire du latte art avec ça, évidemment, parce que tu as le contrôle, tu as ta molette, tu as tout ça. C'est une machine à 1 300 $. Beau fini, vraiment bien faite, vraiment jolie. Beaucoup de boutons.
Donc, tu as un bouton, tu vois avec un indicateur la pression pour être dans la espresso zone que tu peux voir. Oui, tu as vraiment un petit indicateur, une petite aiguille qui te dit que tu es dans la bonne zone. Encore une fois, beaucoup d'options de configuration et de personnalisation. Puis quand tu verses ton café, tu as le bouton simple tasse et double tasse. Très, très simple d'utilisation, mais avec beaucoup, beaucoup d'options de personnalisation. C'est la Barista Express Impress à 1 300 $. Mais là, j'ai... Ce que j'attends la prochaine, parce que là, on parle de Jura depuis un bout de temps, même ma prochaine affaire, puis je sais que ça ne fait pas partie des produits, mais ce serait d'avoir plus qu'une source de grains de café, comme les machines commerciales. Oui. Mais j'ai pas besoin d'1 kilo de café dans chacun des réceptacles, mais de pouvoir choisir le matin entre 2-3, parce qu'il y a vraiment une différence. Oui, de choisir, différents types de grains. Il y a des grains qui peuvent coûter complètement d'autres choses, oui. Ça, c'est ma prochaine quête. Si je peux me permettre, Jura en offre des machines plus commerciales. Absolument, c'est des modèles plus commerciaux, des modèles commerciaux où là, tu peux offrir un café doux, un café fort. Tu peux t'ajuster comme ça. La grosseur de la machine ne m'intéresse pas, mais la polyvalence à ce niveau-là, là, c'est la prochaine affaire que je vais rechercher. Peut-être en saison 9, on en reparlera, mais toi, tu as aussi une autre machine qui est autrement plus abordable. Ben, c'est ça, c'est une autre machine, puis ça résout un beau problème, c'est que, puis j'en parlais avec mon père, lui, mon père, il aime ça du café normal. Oui. Il aime ça du café normal, du café filtre. Puis du café filtre, ben, ça demande une infusion, ça prend du temps, on fait couler sa carafe, on fait couler sa tasse. Faire une tasse de café filtre, c'est pas super évident. Fait qu'il y a DeLonghi qui offre une machine qui s'appelle True Brew. Qui est un peu moins cher puis qui permet de faire un café filtre, ou du moins l'équivalent d'un café filtre, mais avec une technologie qui s'appelle True Brew, qui fait une POC de café. Et ça, c'est très drôle. On retrouve une POC de café comme celle qu'on a avec un espresso, mais ça donne quelque chose qui s'apparente à un café filtre en moins de 2 minutes. Fait que tu as une belle infusion, c'est très riche, c'est très le fun. Tu as des beaux boutons qui permettent de choisir la quantité de café de 3 onces à 24 onces. Donc, tu peux remplir un petit... Ton fameux café Tim Hortons, là. Ben oui, c'est ça. Non, c'est ça. Tu peux remplir de 3 onces, c'est à peu près l'équivalent d'un espresso allongé. 2 espressos, oui, c'est ça, exact. 2 espressos, très bien fait, très bon. C'est du café filtre bien concentré, bien fort. Mais tu peux aussi avoir jusqu'à 24 onces. Donc, tu remplis ton thermos. Tu as la place pour glisser ton thermos dedans pour passer toute la journée. Tu peux choisir ton type de café d'infusion légère à gold à plus costaude, celle que je privilégie. Ça permet d'aller chercher le bon goût du café. Mais tu as aussi un mode over ice. Oui, ben oui. Alors, café froid. Ben oui, café glacé. Pour les gens qui aiment le café, ça ne fait pas du café glacé, ça ne va pas refroidir ton eau. Mais, puis honnêtement, je ne l'ai pas essayé encore, parce que je suis pas un café glacé, j'aime moins, mais ça va t'infuser, tu vas avoir probablement une plus basse température pour que ça soit bien un bon café glacé facilement. Puis tu peux aussi ajouter ta propre mouture. Si tu as du café moulu, tu peux l'ajouter aussi, parce que la True Brew va prendre ton café et le moudre. Moi, je trouve que ça fait une gigantesque différence. Pourquoi ces machines coûtent plus cher? Ben, c'est des machines qui ont un moulin intégré. Il y a plus de mécanique. Moudre ton café, l'infuser rapidement. En moins de 2 minutes, un excellent café filtre de 12 onces. Vraiment, vraiment chouette. C'est une machine qui coûte 600 $. Alors, ce n'est pas si abusif que ça. Encore une fois, si on fait un détour au Tim Hortons régulièrement, 600 $, ça commence à se rentabiliser. Oui, ben, c'est pas du café filtre dans une machine en plastique. C'est quelque chose de plus sophistiqué, donc ça explique la surprime. C'est ça. Là, je veux dire 2 choses à propos de DeLonghi. Premièrement, cette machine-là est présentée au CES. Donc, clairement, c'est de l'appareil technologique. Nous voilà sauvés. Et deuxièmement, tu sais qui est le porte-parole de DeLonghi? Non. Et là, je vais te faire un double quiz. D'abord, sais-tu qui est le porte-parole de Jura? C'est Federer, le joueur de tennis. Le joueur de tennis suisse, qui est maintenant retraité. Le porte-parole de en tout cas, la personne, la face de DeLonghi, disons-le comme ça, c'est Brad Pitt. Non. Ouais, et on sait que Georges Clooney fait un espresso. Un espresso, ça doit chicaner. On va les inviter à la balado pour voir lesquels des trois a la meilleure machine. Moi, personnellement, je pense que Jura, mais effectivement, DeLonghi est une marque connue aussi. Donc, ça m'étonnait de les voir au CS. Effectivement, leur machine semble tout à fait intéressante pour les gens qui ne sont pas prêts à aller complètement du côté de l'espresso, mais qui veulent un café filtre personnalisé, mais avec un vrai goût qui ne goûte pas l'eau de vaisselle. Là. Oui, non, ça fait un très bon café filtre. Alors, mes parents l'adorent. Ils m'ont écrit le lendemain, ils ont dit « Wow, c'est merveilleux. Ça permet d'avoir rapidement un café fraîchement infusé. » Écoutez, il faut que je le dise. Des fois, ma mère réchauffait son café au micro-ondes. Elle en faisait le matin, puis elle réchauffait au micro-ondes. Je me dis « Mais quelle abomination! » Mais faire un café filtre, encore une fois, c'était long. Elle préférait réchauffer son café. Avec ça, tu peux appuyer sur le bouton le faire. Gros truc, le fun sur DeLonghi, il faut que je le dise, le réservoir à eau est visible.
On peut voir qu'il manque d'eau facilement. Il est facile à remplacer. On peut le mettre dans un sens comme dans l'autre. Super bien pensé. C'est une grosse machine. Le petit bémol, c'est que la machine de Longuy, on peut la programmer si on veut. Il y a un petit affichage là, comme un radio-réveil de mon enfance. La programmation n'est pas super évidente. Il faut bidouiller les boutons, c'est réglage et tout. Puis à un moment donné, j'ai réglé, puis je pensais que j'avais réglé l'heure, mais j'avais réglé l'heure de l'alarme. Le café va se déclencher à ce moment-là. N'oubliez pas de mettre votre tasse en dessous. Mais oui, il est possible de la programmer. Ce n'est pas si compliqué. Mais je me dis, en 2023, la programmation de l'heure à laquelle on veut infuser son café pourrait être un petit peu plus simple. Pour que j'aie besoin de regarder le manuel d'instruction, là, le signal, ben oui. Un peu, je me dis, c'est pas à la portée du commun des mortels. C'est ça. Donc, le DeLonghi True Brew. Oui, beau modèle. Breville Barista Express Impress pour les amateurs de café. Oui. Il y a aussi Jura, évidemment, parce qu'on le sait, c'est notre partenaire, mais il y a quand même des options pour les gens qui veulent autre chose qu'une machine 100% automatique. C'est pratique quand tu es paresseux, mais autrement, effectivement. Oui. Non, mais True Brew en camping, dans un campeur, évidemment, parce que le temps, c'est compliqué, mais là où il y a de l'électricité, j'y songerais très sérieusement. Toi, l'aéropress, là, toi, une petite aéropress, t'infuses. J'avais un pressoir manuel pendant un bout de temps. Oui, la French j'avais Press. j'avais aussi un petit moulin qui prenait une éternité. Puis ça fait que des doses individuelles et ça, c'est très personnel. Mais en camping, je suis très lent et j'ai besoin d'un café qui se boit longtemps. Je me fais un café au lait de 3 litres, genre, quand je peux, en tout cas. Puis, sauf que faire ça, un espresso à la fois, ça prend comme tout l'avant-midi. Alors, je n'ai pas le temps ensuite de m'asseoir et de regarder le feu crépiter, les poissons sauter dans le lac ou peu importe l'activité à laquelle vous pensez quand vous pensez au camping. Mais bref, j'avoue qu'une petite machine comme ça peut être intéressant pour la deuxième maison, la deuxième résidence quand on va encore en vacances, quelque chose comme ça, effectivement. Merci Pascal, c'était, mon Dieu, j'ai le goût de prendre un café tout d'un coup. Ben oui, tout à fait, avec la Jura E8, si on veut, avec la True Brew de DeLonghi, ou encore la Barista Express Impress. Oui, j'avais ça dans ma cuisine et j'alternais d'un matin à l'autre. C'était très agréable. On va remercier nos partenaires, nos autres partenaires, Plan Hub, TELUS, Jura encore, C23, le groupe Cogeco qui distribue notre podcast. Bonjour à tous les gens du groupe Cogeco, 98.5, C'est quoi et compagnie. Claude Hébert, la mise en onde, qui nous assure qu'on est bien diffusé sur le réseau. Alain McKenna, merci beaucoup. Tu es partout. Tu es dans Le Devoir, tu es dans Info Bref, tu es dans ton podcast automobile. Moi, je suis sur pascalforgette.com. J'ai mis mon dernier billet en ce moment, c'est celui sur le kit Lego Atari 2600. Alors, si vous avez envie de voir le résultat final et mes observations sur le kit, n'hésitez pas sur pascalforgette.com. Je suis aussi dans Le Bel Âge, Alain. Voilà, pour nos auditeurs les plus âgés, c'est quelque chose à aller consulter, n'est-ce pas? C'est la fin de semaine de Grand Prix, donc profitez-en pour aller sortir, parce que même si vous n'avez pas les autos, vous avez tout à fait le droit, et c'est bien correct, mais il y a quand même des belles rues bloquées pour piétons avec du plein air, de la terrasse, du plaisir à avoir en ville, beaucoup de spectacles, profitez-en. Et revenez-nous en forme la semaine prochaine, parce qu'on est de retour, nous, avec une nouvelle tasse de tech. Salut tout le monde!